Parce qu'il y avait aussi une espèce de fatalisme. Il y avait une espèce d'acceptation de son sort. Ce qui rendait peut-être aussi les choses un petit peu plus faciles que maintenant. Parce que maintenant, les gens n'acceptent pas leur sort. Ils revendiquent. La revendication n'existait pas. On ne la connaissait pas. Vous avez vu des gens partir à l'époque. Est-ce que cela vous a apeuré? Non, apeuré, non, pas du tout alors, non. Je l'ai vécu, je l'ai regardé, pour moi et pour ma famille, ça n'a pratiquement rien changé. Nous sommes restés toujours des commerçants, une famille de commerçants. Apeuré, non, mais comment vous dire, je n'ai pas vu beaucoup perdre sa fortune. C'est sûr que c'est très douloureux, mais on y survit. Et quelquefois, on s'enrichit à perdre sa fortune, parce qu'on découvre d'autres choses, on découvre d'autres valeurs, on découvre le travail, on découvre certainement d'autres choses. Donc, c'est sûr que ces personnes que je fréquentais, parce que je les rencontrais beaucoup en Suisse, se plaignaient, ou bien pas tellement se plaignaient, mais évoquaient le temps passé. C'était une nostalgie du temps passé. Ils savaient que ce temps ne reviendrait pas. Au bout de quelques années, donc tout le monde l'a compris, ce temps ne reviendrait pas, il n'est pas revenu. Est-ce que c'est pour le bien? Est-ce que c'est pour le mal? L'histoire nous le dira. Je crois que c'est un petit peu trop tôt encore. Donc vous avez vécu le colonialisme britannique? Je ne m'en souviens pas. Là, je suis née en 1943. Oui, il a existé. Je ne me souviens que de ce que mes parents m'en disaient. Que racontaient vos parents? Mes parents n'étaient pas très... mes parents me parlaient d'injustice déjà à ce moment-là. Mes parents n'étaient pas ni anglais ni français. Et ils me parlaient d'injustice, ça c'est un fait, oui. Ils me parlaient aussi de certains faits qu'ils avaient vus où ils avaient été choqués. Mais là encore, il faut tout replacer dans l'histoire. Et pour eux, est-ce que c'était plus agréable de vivre dans un pays colonialisé que de retourner vivre en Europe? Je crois que mon père, pour rien au monde, n'aurait quitté l'Égypte. L'Égypte était sa patrie, sa deuxième patrie, mais était sa patrie. Et mon père a eu du reste, à la fin de sa vie, a acquis la nationalité égyptienne. Il était très fier de l'avoir acquise. Et vivre en dehors, et du reste, il est enterré ici, au cimetière suisse du Caire. Je crois que rien ne l'aurait fait partir, sinon la force. Donc vous avez la nationalité égyptienne? Hélas, non. Ah, vous ne l'aviez pas eue? Parce que quand mon père a acquis la nationalité égyptienne, moi j'étais déjà majeure. Ah. Donc voilà, je ne l'ai pas et je le regrette. Comment pouvez-vous décrire la vie en Égypte durant la période allant de 1952 à 1973? Pendant la guerre de 1973, j'étais en Suisse et j'étais encore aux études. J'étais en train de terminer mes études de maturité fédérale. Donc je n'étais pas en Égypte, mais j'étais tout le temps en contact avec mes parents, bien sûr. Alors je suivais ça un petit peu avec angoisse. Et à l'époque, comment se déroulait, comment s'effectuait le contact? Par correspondance, par lettre, essentiellement par courrier censuré. Censuré. J'ai encore des paquets de lettres chez moi, ouverts avec la connaissance de la censure, n'est-ce pas? Ils ouvraient la lettre, ils refermaient et puis ils mettaient une bande. Voilà. Tout était censuré, du reste les conversations, les très rares conversations téléphoniques, parce que le téléphone était quelque chose qui n'était pas du tout au point comme maintenant, mais on pouvait éventuellement se téléphoner. On vous demandait, il fallait demander à l'avance donc la conversation, l'appel, et on vous demandait quelle langue est-ce que vous parleriez pour être suivi. Non, c'est pas vrai. Si vous voulez que je vous raconte une anecdote, oui, je vous la raconte.
par la suite, je me suis mariée et je suis venue en Égypte avec mon mari pour des vacances. Ça ne marchait pas très très bien. Et mon mari est retourné en Suisse. Et puis quand même, moi je lui avais dit, écoute, je vais rester quelque temps ici avec mon père pour me remettre. J'ai besoin de me reposer et tout ça. Et puis il m'a fait un appel de la Suisse. On m'avait averti qu'il y avait un appel qui viendrait. On m'avait demandé quelle langue est-ce que vous parleriez. J'ai dit le français, bien sûr, avec mon mari. Et au cours de la conversation, mon mari m'a dit, tu dois rentrer en Suisse. Et moi, je lui ai dit non, je ne rentre pas en Suisse, je suis très bien ici, dans la maison de mon père, je suis parfaitement bien, il me faut quelque temps. Et il m'a dit, tu rentres tout de suite. Et je lui ai dit, non, je ne rentre pas tout de suite. Bref, on s'est un peu disputé. Il m'a fermé le téléphone au nez. J'étais très surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Alors je suis restée avec l'écouteur en croyant que c'était une coupure de téléphone qui venait du téléphone lui-même. Et puis j'attendais que la voix revienne. Et puis j'entends une voix navrée qui me dit « Ma'alesh, ya madame, Ma'alesh, tout va s'arranger, vous verrez. » C'était le censeur qui avait suivi la conversation et qui pleurait de son côté. Alors vous voyez quelque chose de pareil. Un tel cœur, vous ne le rencontrez que ici. Ce n'est que ici que les gens souffrent avec vous. D'un côté, oui, c'est vrai, mais d'un côté, c'est ridicule parce que si les gens d'emblée savaient qu'il y avait quelqu'un à l'écoute, de toute manière, ils n'auraient jamais pensé à dire quelque chose hors la loi. Donc c'est ridicule d'avoir quelqu'un, parce que déjà les gens le savent. Non, quoi que ce soit de politique, bien sûr que non, on savait. Ben voilà. Mais quand même, tout était censuré, les journaux étaient censurés, le courrier était censuré, tout ce qu'on disait était censuré, donc on savait très bien. Mais quand on se dispute avec son mari, on ne pense pas au censeur qui est de l'autre côté. Non mais c'est pas vrai, c'est-à-dire tous les appels sans faute sont censurés, c'est-à-dire ils ne laissent aucun appel. Rien du tout. Et il fallait parler une langue connue. Ah bon? Si vous disiez que vous parliez, je ne sais pas moi, ougandais, ça n'aurait pas marché, ils n'auraient pas accepté. Non, tout était censuré. La censure a été abolie après avec le président Sadat qui est venu après. Donc la vie n'était pas commode. De ce point de vue-là, ce n'était pas commode, mais on le savait. Parlant de révolution, vous avez aussi vécu la révolution de 2011, le 25 janvier. Quel parallélisme pouvez-vous établir entre cette révolution et celle de 1952? Oui, alors non, pas tellement, parce que cette révolution-là est très différente. Cette révolution-là, c'est vraiment la révolution du peuple. Alors qu'en 1952, c'était la révolution d'une élite militaire, si vous voulez. Le peuple n'était pas impliqué là-dedans. Alors, cette fois-ci, en 2011, ça a été vraiment les gens qui ont voulu que ça change. La révolution du peuple. J'ai eu beaucoup d'admiration pour ces gens. J'ai eu beaucoup d'admiration pour leur détermination, pour leur engagement, pour leurs idées. Et puis, si je peux vous le dire, pour leur humour. Parce qu'ils ont fait une révolution qui était tragique parce qu'il y a eu des morts, évidemment. Il n'y aurait pas dû avoir des morts. Mais il y en a eu, ils le savaient. Ils savaient que quand ils allaient manifester à Tahrir, leur vie était en danger. Et bien malgré ça, ils ne se sont pas départis de cet humour-là. Jusqu'à présent, je regarde des photos, il y a vous savez, les panneaux, les dessins, tout ça. C'était extraordinaire. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le monde. C'est tout à fait unique. Donc, vous trouvez qu'elle a sa particularité? Oui, absolument. De 2011. De 2011, tout à fait. D'après vous, est-ce que c'est une révolution ou un soulèvement? Parce que des fois, il y a des analystes qui ne sont pas en faveur de cette révolution et qui la décrivent comme étant un soulèvement. Non, pas du tout. C'est une révolution. C'est une révolution profonde. Vous vous apercevez
apercevez par exemple que maintenant, bon, moi je prends beaucoup de taxis et des fois je parle avec mon mauvais arabe, mais je parle quand même Non, et je vous parle parlez bien. souvent avec les chauffeurs de taxi par exemple, n'est-ce pas? Et, et maintenant ils s'expriment, ils vous disent les choses, ils vous disent leurs attentes, leur énervement, que ça ne change pas, Autrefois, ils n'auraient jamais osé parler et dire des choses pareilles. La révolution, elle est beaucoup plus profonde qu'on ne le croit. Et c'est pour cela aussi que je me dis que les choses changeront. Mais les choses prendront du temps pour changer. Quand on a mis des années et des années, qu'on a laissé un pays se dégrader sous certains aspects, pas tous, hein, sous certains aspects, ce n'est pas du jour au lendemain que les choses reviennent à la normale. Et suite à la révolution de 1952, comment était la période post-révolution? Ça a pris combien de temps? Les choses ont pris combien de temps pour revenir à l'état normal? Non, les choses ne sont plus jamais revenues comme avant non plus, en 1952. Mais ça a été assez rapide, parce que après, donc 2 ans après, sous Nasser par exemple, il y a eu ces lois qui ont aidé. D'abord, il y a eu la réforme agraire, où les terres qui avaient été confisquées aux riches ont été redistribuées aux paysans. Ça s'est fait très rapidement. Il y a eu la tarification de certains produits, par exemple. Vous savez, par exemple, les médicaments qui ont été tarifés, le prix du pain qui n'a plus bougé. Je ne peux pas vous dire maintenant. La tarification des produits de première nécessité. Et ça s'est fait très rapidement. Alors, malheureusement, après quelques années, il y a eu la guerre, 1956, la guerre avec Israël, et puis d'autres guerres qui ont suivi, la guerre du Yémen, qui a, à mon sens, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites là-dessus, une guerre appauvrit toujours un pays, elle ne l'enrichit pas. Et ça a été le cas de l'Égypte. À part évidemment les pertes humaines qui ont été très fortes. Je pense surtout à la guerre du Yémen. Comment est-ce que l'Égypte de Nasser a été connue et vue par les Occidentaux, par les Européens? Pas très bien. Pas très bien. Non, pas très bien, parce que l'Égypte était, à ce moment-là, Nasser petit à petit s'est tourné vers l'Est. Qui n'était pas très aimé à l'ouest. Alors on le taxait de socialisme, communisme, c'était pas très bien vu. Non, pas très très bien. L'Égypte, la monarchie égyptienne à l'époque du roi, comment est-ce qu'elle a été vue? En Suisse, vous entendez, en Suisse, Europe, en Europe. en Europe. Je crois que les gens n'ont pas très bien compris la démarche de l'Égypte à ce moment-là, du gouvernement, à ce moment, et puis surtout de Nasser. Je crois que les gens n'ont pas très très bien compris le socialisme et l'ont beaucoup critiqué. Claude Nambolet, notre toile n'est pas encore finie. Nous avons encore quelques informations à y incorporer. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Merci. C'est un plaisir pour moi aussi.